La vie après la Seconde Guerre mondiale était un labyrinthe d'ombres et de secrets pour les commandants de la Waffen-SS, l'une des organisations les plus redoutées du Troisième Reich. Avec leur devise particulière, « Mon honneur s'appelle fidélité », ces hommes se sont retrouvés piégés entre l'héritage de leur passé et un avenir incertain après la chute du régime. Pour citer quelqu'un, Otto Skorzeny, connu pour ses audacieuses opérations spéciales, s'est réinventé en tant qu'entrepreneur et consultant militaire dans le monde d'après-guerre, naviguant entre la controverse et l'admiration. Ces hommes représentent un microcosme du dilemme moral auquel de nombreux anciens membres de la Waffen-SS ont été confrontés. Comment concilier leur rôle dans une machine de guerre destructrice avec le besoin de survivre dans un monde qui les rejetait? La réponse la plus satisfaisante à cette question est qu'il n'existe pas une seule réponse. Ainsi, par exemple, Joseph Sepp Dietrich était un général éminent des SS pendant la Seconde Guerre mondiale, connu pour sa proximité avec Adolf Hitler et son rôle à la tête de diverses unités militaires. Le 16e décembre 1944, à quelques jours d'un Noël froid et violent, il fut nommé commandant du tout nouveau 6e armée blindée. Sa mission était de diriger cette force lors de la bataille des Ardennes, la dernière grande offensive allemande sur le front occidental. Dans ce contexte, l'agressivité de ses tactiques s'est démarquée, tout comme le tragique massacre de Malmedy, qui s'est produit à peine un jour plus tard. Lors de cet épisode, quelques prisonniers de guerre américains ont été exécutés par des troupes sous son commandement. Un acte qui marquerait la réputation de Dietrich dans l'après-guerre. En mars de l'année suivante, Dietrich a participé à l'opération Réveil de printemps, dont l'objectif était d'assurer des champs pétrolifères en Hongrie, vitaux pour la machine de guerre allemande. Bien qu'il ait connu certains succès au début, le plan a échoué face à la résistance tenace des Soviétiques. Ce revers a déclenché un ordre humiliant de la part d'Hitler, qui a instruit que toutes les unités de la Waffen-SS ayant participé à l'opération retirent leur brassard, un symbole d'honneur parmi leurs rangs. Malgré ce que cela impliquerait, Dietrich a choisi de ne pas transmettre cet ordre à ses troupes, ce qui a généré des tensions parmi ses subordonnés. En avril, face à l'avancée soviétique, Dietrich a dirigé une retraite vers Vienne qui culminerait peu après avec l'effondrement total des forces allemandes. Finalement, le 8 mai, avec la fin de la guerre en Europe, Dietrich a décidé de se rendre aux forces américaines dans les environs de Salzbourg, en Autriche. Avec sa femme, le général a cherché refuge auprès des Américains, choisissant la reddition plutôt que la mort, à la différence d'autres hauts commandements nazis qui ont opté pour le suicide. Après sa reddition, Dietrich a été transféré dans une prison militaire et, un an plus tard, a été confronté au premier de nombreux procès. Lors des procès de Dachau, il a été jugé spécifiquement pour son rôle dans le massacre de Malmedy. Ce procès a mis en lumière la brutalité et la nature systématique des atrocités commises par des unités sous son commandement. À l'issue du processus, il a été déclaré coupable et condamné à 25 ans de prison. Pendant ces années en prison, Dietrich a commencé à expérimenter le concept de justice des vainqueurs. En 1955, après avoir purgé 10 ans, les autorités d'Allemagne de l'Ouest ont réussi à réduire sa peine et il a été libéré en octobre de cette année. Cependant, son retour à la vie civile ne fut pas exempt de problèmes. Un an plus tard, il fut de nouveau arrêté et jugé, cette fois pour sa participation à la nuit des couteaux longs, survenue 24 ans auparavant. Dietrich avait été un acteur actif de cette purge au cours de laquelle de hauts dirigeants de la SA ont été assassinés. Cette seconde condamnation lui a coûté 18 mois supplémentaires de prison et a renforcé la perception publique de son lien avec les aspects les plus sombres du régime nazi. Après sa libération, Dietrich est devenu l'un des visages visibles de la HIAG, une organisation créée pour défendre les droits des vétérans de la Waffen-SS. Plus précisément, le groupe avait pour objectif de changer la perception publique et officielle de la Waffen-SS, cherchant à ce que ses membres soient reconnus comme des soldats conventionnels et non comme des criminels de guerre. Dietrich, à la tête de cette initiative, a commencé à plaider pour des pensions et des droits pour les anciens membres de la Waffen-SS, arguant que beaucoup d'entre eux n'avaient été que de simples soldats exécutant des ordres, sans lien direct avec les crimes de l'Holocauste. Malgré ces efforts, l'opinion publique en Allemagne est restée divisée. Alors que certains secteurs d'anciens militaires et de groupes de droite voyaient en Dietrich une figure mal comprise et une victime de la justice des vainqueurs,
La majorité de la société allemande, encore en proie au poids de la guerre terminée, a maintenu une attitude de rejet envers ces tentatives de réécriture du passé. À la fin des années 50, la santé de Dietrich a commencé à se détériorer rapidement, souffrant de problèmes cardiaques et circulatoires, des conditions aggravées par ses années en prison. En 1959, son état physique dégradé lui a permis d'obtenir une libération anticipée. Ces dernières années ont été marquées par une vie relativement discrète à Ludwigsburg, en Allemagne de l'Ouest, avec sa famille. Bien qu'il tentait d'éviter l'attention publique, son nom restait une source de controverse, en particulier dans les cercles d'anciens militaires. Le 21 avril 1066, Joseph Dietrich est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 73 ans. Ses funérailles sont devenues un événement de haut profil auquel ont assisté environ 6000 personnes, pour la plupart des vétérans de la Waffen-SS et d'anciens soldats de l'armée allemande. L'afflux de sympathisants a montré que, malgré sa réputation et son passé criminel, Dietrich restait une figure respectée dans certains cercles. Tandis que ses partisans venaient lui rendre hommage, la presse et une grande partie du public regardaient cet acte avec méfiance et inquiétude. Sa sépulture au cimetière de Hartenegstrasse, à Ludwigsburg, est rapidement devenue un lieu de pèlerinage pour les vétérans et finalement pour des groupes néo-nazis tentant de maintenir vivante sa mémoire. Herbert Otto Gil, de héros de guerre à figure controversée de l'après-guerre. Un autre officier éminent des SS-Waffen, Herbert Otto Gil, a connu une fin de guerre marquée par des défaites militaires et une après-guerre caractérisée par des efforts de réhabilitation sociale et de controverses. Au cours des dernières années de la Seconde Guerre mondiale, il a été reconnu pour ses compétences en leadership et son courage au combat, accumulant certaines des plus hautes décorations du régime nazi. Cependant, son parcours reflète également la rapide détérioration de la situation militaire allemande et les défis auxquels étaient confrontés ceux qui, comme lui, tentaient de reconstruire leur vie dans une Allemagne marquée par le traumatisme et le rejet de l'idéologie nazie. En 1945, à mesure que la guerre approchait de sa fin, Gilles commandait la 5e division Panzergrenadier SS Wiking. En janvier, sa participation à la bataille de Budapest était un effort destiné à briser l'encerclement soviétique et à sauver les troupes allemandes et hongroises piégées dans la ville. Malgré ces tentatives, l'opération a échoué face à la supériorité écrasante des forces soviétiques. Cette défaite a marqué un tournant pour lui et ses troupes qui ont ressenti les difficultés croissantes d'une Allemagne incapable de maintenir ses fronts. En mars, Gilles a été de nouveau appelé au front, cette fois pour l'offensive du lac Balaton, la dernière grande opération offensive allemande sur le front oriental. Cette tentative d'arrêter l'avancée soviétique vers Vienne et d'assurer les routes pétrolières a rapidement échoué, scellant le destin de l'armée allemande déjà affaiblie. Un mois plus tard, sa situation et celle de ses troupes étaient désespérées. Avec l'offensive alliée avançant depuis l'ouest et les forces soviétiques se rapprochant de plus en plus depuis l'est, la possibilité d'une victoire allemande était inexistante. Dans les derniers jours de la guerre, la 5e division Panzergrenadier SS Wiking était de plus en plus isolée et démoralisée, et la reddition est devenue inévitable. Le 8 mai, l'Allemagne a signé la reddition inconditionnelle et il s'est rendu aux forces américaines en Autriche, marquant la fin de sa carrière militaire. Après avoir été capturé, il a été transféré dans un camp de prisonniers de guerre, où, comme de nombreux hauts officiers des SS, il a été soumis à une enquête. Sa position en tant qu'officier supérieur des Waffen-SS l'a mis sous le feu des projecteurs, étant donné le rôle que cette organisation avait joué dans les crimes de guerre. Cependant, Gilles a été libéré en 1948, et cela a marqué le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Alors que beaucoup de ses anciens camarades faisaient face à des procès et des condamnations, il a choisi de maintenir un profil relativement bas au cours de ses premières années en tant que civil. Une fois libre, il s'est installé à Barsinghausen, en Allemagne, et a cherché à se réintégrer dans la société. Il a décidé d'ouvrir une librairie, une entreprise qui lui a permis de mener une vie plus calme et discrète. Et avec le temps, il est devenu une figure influente parmi ses anciens camarades de la Waffen-SS. Il convient de préciser que ses ambitions ne se limitaient pas à la vie d'un civil ordinaire. Au début des années 50, lui, tout comme Dietrich,
a rejoint l'organisation des vétérans de la Waffen-SS appelée HJAG. Gilles est devenu l'un des leaders les plus actifs au sein de HJAG et son influence a été significative dans la publication de Wikingruf, qui a ensuite été renommée Der Freiwillige. Cette publication servait de plateforme pour partager des récits de camaraderie entre les vétérans des SS, ainsi que pour diffuser une vision révisionniste de leurs expériences. Herbert a profité de cette plateforme pour raconter l'histoire des SS sous un jour moins condamnatoire, ce qui a attiré à la fois le soutien de ses anciens camarades et la condamnation d'une grande partie de la société allemande. La réception de sa personne dans l'après-guerre a été ambivalente. Pour beaucoup, son héritage était inévitablement entaché par son association avec les SS, une organisation qui avait commis d'innombrables atrocités au nom du régime nazi. Les activités de HJAG et ses discours n'aidaient pas à réduire cette perception. En fait, en 1952, lors d'une des réunions de HJAG, l'un de ses orateurs a même qualifié les Alliés de véritables criminels de guerre, déclenchant une vague de critiques de la part des médias et du public. Tout au long de cette première décennie d'après-guerre, l'activisme de Gilles au sein de HJAG a continué d'être une source de controverse. Alors que certains le voyaient comme un soldat luttant pour rétablir l'honneur de ses camarades, d'autres le considéraient comme un apologiste de l'une des organisations les plus infâmes du siècle. Bien que ses publications et discours continuaient d'attirer d'anciens membres des SS et des sympathisants, il contribuait également à la perception selon laquelle HJAG était un refuge pour ceux qui ne montraient aucun remords pour leur passé. Le 26 décembre 1066, Herbert Otto Gilles est décédé d'une crise cardiaque aiguë à Stemmen, en Allemagne. Sa mort a mis fin à un chapitre de l'histoire allemande qui continuait à générer des divisions. Ses funérailles ont été un événement discret, auquel ont assisté de nombreux anciens membres de la Waffen-SS et membres de la HJAG, parmi lesquels Karl Ulrich, le dernier commandant de la division Wiking, qui a prononcé un discours émouvant en son honneur. Pour ces vétérans, il représentait un leader qui avait combattu pour eux pendant la guerre et qui avait tenté de nettoyer le nom des soldats des SS en temps de paix. En dehors de ces cercles, sa mort n'a pas suscité de deuil général. Pour la société en général, son décès a été une simple conclusion de la vie d'un homme dont la carrière militaire et l'activisme ultérieur au sein de HJAG symbolisaient une partie de l'histoire que beaucoup préféraient oublier. De l'honneur. À la controverse, la vie de Felix Steiner et son héritage dans la SS. Alors que les derniers chapitres de la Seconde Guerre mondiale approchaient, Felix Steiner, un commandant éminent des Waffen-SS, a commencé à faire face à une série d'échecs qui ont rapidement réduit son influence. Ses tentatives de maintenir des positions stratégiques ont été de plus en plus menacées alors que l'armée rouge avançait vers Berlin. À ce moment-là, il était à la tête du 11e corps Panzer SS, une unité qui, en théorie, devait agir comme un bastion défensif clé au sein du groupe d'armées Vistule, chargé de contenir l'avancée soviétique vers Berlin. Cependant, la réalité était moins encourageante. Cette armée n'existait à peine sur le papier, avec des ressources limitées et des soldats mal armés ou même fictifs. L'urgence et le désespoir du haut commandement allemand pour arrêter les troupes soviétiques contrastent avec l'inefficacité logistique et humaine d'une armée qui, à tous égards, était incapable de remplir de tels ordres. Le 21 avril 1045, alors que Berlin était assiégé, Hitler a convoqué une réunion dans le Führerbunker. Là, il a ordonné à Steiner d'exécuter une contre-attaque qui pourrait changer la situation dans la capitale. Cependant, lui, conscient de l'ampleur de la mission, a informé que ses troupes ne disposaient ni du nombre ni des ressources nécessaires pour atteindre l'objectif. Cet acte de désobéissance, bien que inévitable, a signifié une rupture directe avec les attentes et la vision de Hitler concernant la réalité militaire à ce moment-là, où il croyait encore à la possibilité d'une victoire, ou, du moins, d'une défense prolongée. Le lendemain, il a réitéré lors d'une conférence de situation qu'il ne pourrait pas se conformer aux ordres donnés. Son refus a marqué un tournant dans l'effondrement du moral allemand, car il mettait en évidence la précarité de l'armée et l'incapacité à contrer la puissance soviétique qui se rapprochait de plus en plus de Berlin. Dans les jours suivants, alors que les forces russes avançaient et que le chaos à Berlin augmentait, le contrôle de Félix sur l'armée qu'il commandait
s'est presque totalement évaporé. En mai, il a été capturé par les forces alliées après la reddition de son pays. Étant donné sa position de haut commandement dans les Waffen-SS et sa participation à diverses opérations, il a été soumis à une enquête sur d'éventuels crimes de guerre. Cependant, malgré sa position et certaines accusations à son encontre, aucune preuve concluante ne l'a lié aux atrocités commises sous le régime nazi, et 3 ans plus tard, il a été libéré de sa détention. Après sa libération, Steiner s'est établi en Allemagne de l'Ouest, plus précisément en Bavière. Sa vie dans l'après-guerre reflétait la dualité de nombreux anciens officiers des SS qui ont essayé de reconstruire leur vie malgré le stigmate social et les limitations imposées par leurs antécédents. Bien qu'ils maintiennent le contact avec d'anciens collègues et cercles militaires, il menait une vie discrète par rapport à d'autres anciens membres du nazisme qui cherchaient la reconnaissance publique. Malgré son passé, en 1953, il a été recruté par la CIA dans le cadre d'une stratégie visant à créer la Société pour les études de défense, une institution cherchant à intégrer les connaissances militaires d'anciens officiers dans le processus de réarmement de l'Allemagne de l'Ouest. Cette approche pragmatique reflétait l'intérêt des États-Unis à réarmer l'Allemagne en tant qu'allié contre l'expansion soviétique. Bien que cette décision ait suscité la controverse, ses connaissances sur des questions de stratégie militaire étaient utiles pour l'Occident dans le contexte de la guerre froide. Au cours des décennies suivantes, Steiner s'est tourné vers l'écriture, publiant plusieurs livres sur les Waffen-SS, dans lesquels il défendait le travail de ses membres d'un point de vue de courage militaire. Ces publications, dont Die Freiwilligen der Waffen-SS, Idee und Opfergang, disponibles depuis 1958, et Die Armee der Geächteten, lancée 8 ans plus tard, se caractérisait par un ton apologétique cherchant à nettoyer l'image des SS, se concentrant sur leurs réalisations militaires et minimisant leurs liens avec les atrocités commises pendant le régime nazi. Ces œuvres ont suscité des critiques dans la société allemande, divisant les opinions entre ceux qui le voyaient comme un soldat loyal envers son pays et ceux qui estimaient qu'il tentait de réécrire l'histoire pour justifier des actions inhumaines. La vérité est que peu de choses sont connues sur la vie familiale de Steiner après la guerre. Il était marié et avait des enfants, bien que ceux-ci aient maintenu un profil bas, tentant probablement d'éviter l'attention médiatique que son association avec le passé nazi pourrait leur attirer. La famille a affronté, d'une certaine manière, le stigmate lié à sa personne, bien qu'il ait cherché à limiter son exposition publique et à se concentrer sur ses publications et activités liées à des cercles militaires réduits. De défendre l'honneur des Waffen-SS. Mais pour beaucoup dans la société allemande et dans le contexte international, sa mort est passée inaperçue, reflétant le désir de la société de se distancier de la mémoire du régime nazi. Il a été enterré dans un cimetière à Munich, lors d'une cérémonie discrète qui a évité d'attirer l'attention publique. Son enterrement n'a pas suscité de controverses majeures. Dans les années qui ont suivi sa mort, ses écrits et son héritage ont été examinés par des universitaires et des analystes qui ont débattu de la tentative de Steiner de justifier les actions des SS d'un point de vue militaire. Ossé et la bataille de Normandie, échecs qui ont scellé le destin du Troisième Reich. Les derniers jours de Paul Hauser, général éminent des Waffen-SS, reflètent le déclin de sa carrière militaire à un moment crucial pour le Troisième Reich. De son leadership lors de diverses batailles à sa chute en disgrâce à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sa vie illustre l'impact des décisions militaires dans le contexte d'un conflit mondial. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il a été l'un des commandants militaires éminents au sein des Waffen-SS, participant à des opérations clés sur le front oriental. Le 28 juin 1444, après la mort de Friedrich Dollmann, il a été nommé commandant de la 7e armée, chargé de défendre la région de Normandie face à l'invasion alliée. Avec cette responsabilité, il s'est retrouvé à la tête d'une défense, faisant face à une pression croissante et à des ressources en diminution. L'invasion alliée en Normandie représentait un défi redoutable, et Hauser devait maintenir la ligne de défense avec des forces notoirement affaiblies par rapport aux puissantes armées alliées. En août, lui et son armée se sont retrouvés piégés dans le pocket de Falaise, une zone entourée de troupes alliées, ce qui a entraîné l'une des plus grandes défaites allemandes sur le front occidental.
Dans une tentative de coordonner la retraite et de sauver ses troupes, il a été gravement blessé par une balle dans la mâchoire. L'incapacité à réorganiser ses forces au milieu d'une retraite chaotique a entraîné des pertes massives, et des figures de haut niveau comme Joseph Goebbels ont exprimé publiquement leur mécontentement, commentant que le général des Waffen-SS n'avait définitivement pas réussi le test. Ces mots marquaient le début d'une chute en disgrâce pour le général, reflétant le manque de confiance que les hautes sphères du gouvernement nazi avaient dans sa capacité de commandement. Malgré sa guérison des blessures, Hausser a été réaffecté à la fin de l'année comme commandant du groupe d'armée G. Cependant, ce nouveau poste avait peu d'impact réel sur le cours de la guerre, car le front allemand continuait à s'effondrer sous la pression combinée des forces alliées et de l'armée rouge. Pour avril de l'année suivante, avec la situation militaire se détériorant rapidement, il a été relevé de son commandement. La guerre en Europe touchait à sa fin, et les échecs sur le champ de bataille ainsi que l'avancée irréversible des troupes alliées marquaient l'épilogue de sa carrière. Après la défaite allemande, Hausser a été capturé par les forces américaines et retenu comme prisonnier de guerre jusqu'à 1949. Contrairement à de nombreux hauts commandements des Waffen-SS, il n'a pas été accusé formellement de crimes de guerre pendant sa détention. Son temps en prison a inclus des collaborations avec la division historique de l'armée des États-Unis, où il a contribué à documenter les opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale. Cela lui a permis de rester impliqué dans des questions militaires et de partager son expérience sur le conflit, bien que depuis une position plutôt restreinte et sous supervision. 2 ans plus tard, après sa libération, il a rejoint un mouvement cherchant à redorer l'image des Waffen-SS. Cette année-là, il a été l'un des membres fondateurs de la HIAG, à laquelle appartenaient également Dietrich et Steiner. En tant que porte-parole de ce groupe, il a soutenu que les Waffen-SS avaient été une force militaire légitime, insistant sur le fait que les soldats ayant appartenu à cette organisation n'étaient pas des criminels, mais des combattants à égalité avec tout autre soldat. Hausser a écrit plusieurs livres dans lesquels il défendait le rôle militaire des Waffen-SS. L'une de ses œuvres les plus connues, Waffen-SS en action, a été publiée en 1953 et cherchait à réhabiliter la figure du soldat des Waffen-SS comme quelqu'un d'égal à n'importe qui. Son discours soutenait que sa fonction dans la guerre avait été purement militaire et non politique, ce qui a généré de vives critiques parmi les historiens soulignant la complicité des Waffen-SS dans les crimes du régime nazi. Cette tentative de réécriture du rôle de l'organisation a été un sujet de débat, et ses écrits ont contribué à la narration révisionniste qui s'est propagée dans certains cercles d'après-guerre. Durant ces dernières années, que certains dirigeants politiques aient fait des déclarations de soutien pour faciliter la stabilité politique de la jeune Allemagne de l'Ouest. Paul Hausser est décédé le 21 décembre 1072 à Ludwigsburg, à 92 ans. La nouvelle de sa mort a généré des réactions partagées dans la société. Pour certains cercles d'anciens combattants et de sympathisants de droite, il a été rappelé comme un soldat honorable. Pour d'autres, en revanche, son rôle dans les Waffen-SS et son activisme ultérieur en faveur d'une révision historique favorable à son organisation éclipsaient tout mérite militaire. La couverture médiatique de sa mort a souligné les aspects controversés de son héritage et l'ambiguïté de sa position parmi les figures associées au nazisme. Sa tombe au Waldfriedhof de Munich est devenue un point d'intérêt pour ceux qui étudient les complexités de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. La chute de Panzermeyer, capture, procès et l'héritage d'un commandant SS. À l'approche de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kurt Meyer, également connu sous le nom de Panzermeyer, a connu une chute en disgrâce qui se reflèterait dans sa capture, son procès et son héritage ultérieur, marqué par son habileté militaire et par des crimes de guerre qui ont terni son dossier. Son nom est plus intensément lié à la bataille en Normandie de 1944, où il commandait la 12e division Panzer SS Hitlerjugend, une unité principalement formée de jeunes fanatiques endoctrinés par l'idéologie nazie. Le 6 juin de cette année, lors du jour J, Kurt et sa division ont fait face à l'invasion alliée avec une grande résistance dans la région de Caen. Cependant, sa brutalité ne se limitait pas aux tactiques de combat. Au cours des 2 jours suivants, il a ordonné l'exécution de prisonniers de guerre canadiens à l'abbaye d'Ardenne,
un acte qui serait plus tard clé lors de son procès pour crime de guerre. À mesure que l'été avançait, les forces alliées continuaient de gagner du terrain et sa division a commencé à perdre des soldats rapidement. À la mi-août, son unité avait été réduite à environ 1500 hommes en raison des pertes constantes et il a finalement été contraint de se retirer vers la Belgique. Le 6 septembre, Meyer, blessé, a été capturé par des partisans belges. Initialement, il n'a pas été reconnu car il camouflait très bien son uniforme des SS, mais il a finalement été remis aux forces américaines. Sa capture a marqué le début d'un processus judiciaire qui le présenterait au monde comme l'un des responsables des atrocités du conflit. Il a été transféré dans différents camps de prisonniers jusqu'à ce qu'en décembre de l'année suivante, il fasse face à un procès pour crime de guerre devant un tribunal militaire canadien à Aurich, en Allemagne. Parmi les charges qui pesaient contre lui, la plus grave était l'incitation de ses troupes à ne pas faire de quartier et l'ordre direct d'exécuter les prisonniers canadiens à l'abbaye d'Ardenne. Le procès a été intensément suivi par l'opinion publique, notamment au Canada, où l'incident avait suscité une grande indignation. Au final, il a été condamné à la peine de mort, bien que par la suite sa sentence ait été commuée en réclusion à perpétuité en raison de pressions politiques et du changement de perception que le conflit entre les puissances de la guerre froide commençait à instaurer sur la scène internationale. Son cas a suscité de vifs débats, soulevant des interrogations sur la justice en temps de guerre et la responsabilité des officiers de haut rang dans les atrocités commises. Après sa condamnation, il a passé plusieurs années en prison, d'abord au Canada, puis dans une prison militaire en Allemagne. Durant son temps emprisonné, la perception de sa figure a progressivement changé, surtout en Allemagne, où certains secteurs ont commencé à le considérer davantage comme un soldat loyal que comme un criminel de guerre. Ce changement dans l'opinion publique est dû, en partie, au contexte politique que la guerre froide imposait en Europe, où l'Allemagne de l'Ouest se consolidait comme un allié clé pour les puissances occidentales dans leur lutte contre l'influence soviétique. Enfin, en 1954, après avoir purgé à peine 9 ans de sa peine, Meyer a été libéré. Son retour en Allemagne a été accueilli avec un grand enthousiasme par d'anciens camarades des SS et des sympathisants, qui le voyaient comme un héros de guerre. À son arrivée dans sa ville natale, Niederkrüchten, des milliers de personnes, y compris des vétérans de la Waffen-SS, se sont rassemblés pour lui faire accueil, illuminant les rues avec des torches en un hommage de respect et d'admiration. Après sa libération, il a essayé de reconstruire sa vie en Allemagne de l'Ouest. Il a rejoint la HIAG. Son discours à cette occasion cherchait à reformuler la narration des Waffen-SS, la dissociant des crimes de guerre et des idéologies du nazisme, bien que cela ait reçu peu de soutien de la part des historiens. En plus de son activité au sein de HIAG, il a trouvé un emploi comme vendeur de bière pour les troupes canadiennes stationnées en Allemagne de l'Ouest, une ironie qui n'a pas échappé à ceux qui connaissaient son histoire. Ce poste lui a permis d'interagir avec des soldats alliés, bien que son rôle soit désormais celui d'un civil dans une nation vaincue et reconstruite. Au fur et à mesure que les années passaient, la perception publique à son égard a commencé à se mêler à un sentiment de nostalgie nationaliste qui a commencé à idéaliser des figures comme lui, les regardant à travers un prisme de fierté militaire plutôt que d'une condamnation historique. Contrairement à ce qui était attendu, cette tentative de reformuler son image a été vivement critiquée par ceux qui n'oublièrent pas les massacres et les abus perpétrés sous son commandement. À peine 2 jours avant Noël 1061, à Hagen, en Allemagne de l'Ouest, Meyer est décédé d'une crise cardiaque aiguë le jour même de son 51e anniversaire. Sa mort a clos le chapitre d'une vie profondément controversée, marquée par l'ambiguïté de son héritage. Certains de ses anciens camarades et sympathisants ont déploré son départ, organisant des funérailles où ils ont rappelé son rôle militaire. Cependant, pour ceux qui n'oublièrent pas les atrocités commises, sa mort a été reçue avec indifférence, voire soulagement. Kurt a été enterré dans le district de Delstern, à Dortmund, en Allemagne, un endroit qui, dans les années qui ont suivi, serait devenu un site d'intérêt pour d'anciens membres des SS et des groupes d'extrême droite continuant à le voir comme un héros militaire. La fidélité qui lui a costé la vie, Eike et son tragique destin.
Theodor Eicke, une figure éminente du régime nazi et architecte du système des camps de concentration, a vu son destin scellé dans le fracas de la guerre sur le front oriental, où il a passé ses derniers jours au service de l'Allemagne nazie. À la fin de 1939, il a pris le commandement de la division Totenkopf, une unité d'élite des SS créée pour des fonctions militaires et de surveillance des camps de concentration. Ce poste lui a permis de consolider une réputation redoutable, tant par sa discipline stricte que par la violence exercée lors de ses campagnes. Sa division a été déployée lors de la première phase de la guerre sur le front occidental et, en mai de 1940, est devenue l'une des plus notoires pour son implication dans des crimes de guerre, y compris l'exécution de prisonniers britanniques à Le Paradis, en France. Avec le temps, Totenkopf est devenu un symbole de la violence et de la répression du régime nazi. Le début de l'opération Barbarossa en juin de l'année suivante a conduit la division Totenkopf sur le front oriental, où ils ont affronté les forces soviétiques. La brutalité d'Eicke et de sa division est devenue encore plus évidente à l'Est, où ils ne combattaient pas seulement des soldats soviétiques, mais exerçaient également une répression sur les populations civiles. L'avancée sur le territoire soviétique était caractérisée par la violence excessive envers la résistance locale et envers les soldats capturés. Sa stratégie comprenait des exécutions rapides et des punitions sévères, consolidant son image en tant que commandant impitoyable. Un an plus tard, lui et sa division ont participé à la bataille de Kharkov, l'un des affrontements les plus sanglants sur le front oriental. La bataille, disputée dans des conditions extrêmes, est devenue un tournant, non seulement en raison des énormes pertes des deux côtés, mais aussi parce que les méthodes d'Eicke continuaient à générer la peur tant parmi ses propres soldats que parmi les ennemis capturés. Lui, connu pour sa nature implacable, n'hésitait pas à punir sévèrement ses subordonnés ou quiconque montrant de la faiblesse. Sa vie a reçu une fin abrupte en février 1043, lors de la troisième bataille de Kharkov. Dans une tentative d'effectuer une mission de reconnaissance, il avait embarqué à bord d'un avion d'observation Fiesler Fi-156 Storch avec son pilote. L'appareil a été abattu par le feu antiaérien soviétique près de Lozova, en Ukraine. Sa mort est survenue à un moment critique pour les forces allemandes, qui faisaient face à une contre-offensive soviétique dévastatrice à Kharkov, ayant déjà causé d'innombrables pertes des deux côtés. La nouvelle de la mort d'Eicke a été reçue avec solennité dans les rangs du régime nazi, surtout parmi ses supérieurs dans les SS, où sa figure était devenue un symbole de fidélité et de sacrifice pour la cause nazie. Pour les troupes allemandes sur le front, la perte d'un commandant de son calibre a été ressentie de manière palpable, bien que son nom resterait associé non seulement à la bravoure militaire, mais aussi aux horreurs commises sous son commandement. Après sa mort, l'appareil de propagande nazi a travaillé pour le présenter comme un martyr. Sa contribution au régime, tant dans les camps de concentration que sur le champ de bataille, a été exaltée, et son nom a été donné à un régiment de la division Totenkopf en son honneur. Les communiqués officiels le décrivaient comme un homme loyal, dont le sacrifice sur le front oriental était considéré comme une preuve de sa dévotion à Hitler et aux idéaux du Troisième Reich. Cependant, en dehors de la bulle propagandiste, le nom de Théodore était déjà terni par les crimes de guerre et les abus systématiques qu'il avait perpétrés tout au long de sa carrière. Avec la chute du régime nazi, l'héritage d'Eicke est devenu un point d'analyse pour les historiens. Bien qu'il n'ait pas lui-même fait face aux conséquences de l'après-guerre, ayant été tué avant la fin du conflit, son rôle dans l'administration des camps de concentration et ses méthodes de contrôle impitoyables ont été examinés lors des procès de Nuremberg. Les SS, dont la division Totenkopf était une extension directe, ont été déclarés organisations criminelles et nombre de leurs membres ont été jugés pour crimes de guerre.